Alors, c'est réparti avec la matinale juste après la page publicitaire. Et notre premier invité, c'est M. Papi Tamba, politologue et cadre du PPRD. Bienvenue. Je suis que membre du PPRD. Membre du PPRD. Vous l'êtes également. Merci pour l'humilité. Alors, nous parlons du sommet de Kampala, un quatrième sommet, et nous parlons des résultats. Est-ce que ça sert en quoi maintenant de sommet en sommet? Parce qu'après Kampala 4, il n'y a pas eu de résolution définitive, ni pour la constitution de la force internationale neutre, ni pour éradiquer complètement l'insécurité dans l'Est. On va partir de sommet en sommet, M. Papi Tamba. Vous savez, déjà, M. Mathieu, je voulais vous remercier pour l'invitation. Nous ne devons pas perdre de vue que la paix a toujours été un processus. Exact. Il faut toujours inscrire l'action en matière de la paix dans le cadre d'un processus qui doit aller dans la recherche de cette paix. La question que nous devons nous poser, est-ce que nous avançons ou nous reculons? Moi, je pense que nous sommes en train d'avancer parce qu'au moment où nous sommes en train de parler, le débat n'est plus sur la constitution de la force neutre, maintenant c'est sur les moyens à déployer et à réunir par rapport à cette force neutre. Donc je dois considérer que c'est une avancée. Par rapport à cela, la voix de la RDC est de plus en plus entendue. Aujourd'hui, ce n'est plus un secret. Tout le monde sur la planète Terre, lorsqu'il doit s'expliquer, toute proportion gardée, tout le monde essaie de se pencher sur les cas de la RDC, comme ça a été hier, même dans les propos du président François Hollande, qui a encore renouvelé les mêmes choses qu'il avait déclarées lui-même dans son discours à l'Assemblée générale des Nations Unies, en disant que les frontières congolaises doivent rester indivisibles et doivent rester intactes. Ça, c'est l'essentiel. Nous ne devons pas maintenant gloser ou bien nous verser dans des polémiques stériles de bas étage, comme nous essayons de l'entendre ici. Je vais vous dire une chose, M. Mathieu. J'étais encore en France quand le président Chirac avait dit que la démocratie en Afrique est un luxe. Les Africains, peut-être, ont été frustrés d'une certaine manière, mais cela n'a pas compromis les bons rapports entre la France et l'Afrique. Un président peut aussi avoir un état d'âme. Ce n'est pas facile d'exercer une fonction présidentielle, surtout lorsqu'on sort à peine du contexte d'une campagne. Il y a une certaine opinion qui peut aussi influencer un chef de l'État qui décide quoi reste un certain nombre pour tenir certains propos qui des fois ne sortent pas forcément de son cœur. Nous devons savoir apaiser les choses. Mais je suis en train de vous le dire que quand le président Chirac avait dit que la démocratie en Afrique est un luxe, posons-nous la question, est-ce que c'était une vérité ou pas? Les Africains, je pense, ont perçu cela avec fair play, mais cela a aussi dégagé une certaine vitesse aussi dans certaines matières. Dans la vie, nous ne devons pas toujours nous retarder si c'est lui qui peut nous donner un coup de pied. Un coup de pied fait mal, mais si ça nous permet d'avancer d'un pas, avançons. C'est le cas actuellement de la dernière déclaration de François Hollande à côté de Ban Ki-moon. Je cite en deuxième paragraphe, François Hollande a aussi condamné l'agression dont le pays est victime dans sa partie Est, rappelant la nécessité de respecter les frontières de la République. Mais c'est ça que je suis en train de dire. Pour tout Congolais, l'essentiel des propos de François Hollande sont là. Et nous devons nous apaisantir sur ça parce qu'aujourd'hui, nous savons que nous devons tous parler d'une même langue par rapport à la situation que nous subissons tous. Là, c'est une matière qui relève de notre souveraineté. Ça relève de notre territoire. Là, nous pourrons maintenant nous réunir pour écouter les voix extérieures. Maintenant, ce qui touche maintenant les rapports internes entre nous-mêmes Congolais, montrons-nous matures pour ne pas nous laisser influencer par une voix extérieure. Et vous, du côté de la majorité, surtout les PPRD, est-ce que vous êtes froissé par la bonne, généreuse proposition du plan Caméré, un dialogue au niveau interne? Non, le problème, ce n'est pas qu'on est froissé. Le problème, c'est quoi? C'est que dans la vie, lorsqu'on veut innover, on vit avec de nouvelles idées. On ne va pas demander aux gens de faire la même chose en venant maintenant dans le sens d'innover, puisque les gens sont déjà avancés. Qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que c'est que Caméré a un retard de la marche à suivre. Nous ne devons pas perdre de vue que M. Caméré Lokaningini Vital
a dans ces pays piloté ce que nous appelons les plans Amani. Exact. Les Congolais, des fois, ont une mémoire assez courte. Il a piloté les plans Amani. En pilotant les plans Amani, savez-vous ce qu'il avait demandé à l'époque? C'est que le gouvernement négocie directement avec les CNDP. Il fallait maintenant considérer... N'avait-il pas raison? Est-ce que ça n'allait pas couper court à toute la crise actuelle? Il n'avait pas raison parce qu'un problème bien posé est à moitié résolu. Parce qu'on il fallait commencer par identifier les vrais agresseurs. Les vrais agresseurs n'étaient pas les RDC. Ils n'étaient pas les CNDP. N'étaient pas les CNDP. Les vrais agresseurs. Donc depuis 2009, vous considériez que la crise venait toujours de l'extérieur? Non. En 2009, le problème c'est quoi? C'est qu'il faut savoir dans la vie les choses évoluent. Qu'avons-nous constaté dans ces pays? Nous avons constaté dans ces pays, c'est que les Rwandais, ou les Rwandais comme État, étaient les chouchous de la communauté internationale. Pourquoi? Parce que les Rwandais avaient toujours des prétextes, mais des prétextes légitimes. Je peux les dire légitimes. Pourquoi? Parce que les pouvoirs rwandais disaient être à la traque des FDLR. Les FDLR sont constitués comme étant une puissance, c'est-à-dire c'est comme ça qu'ils les présentaient, qui menaçaient l'intégrité rwandaise avec, bien entendu, des choses qu'on leur imputait sur les génocides rwandais. Nous étions accusés comme étant un pays qui logeait ces FDLR. Est un pays qui logeait ces FDLR, qui sont considérés comme étant une organisation terroriste, dans l'univers politique actuel, où le terrorisme constitue l'ennemi commun de toutes les puissances, nous étions mal positionnés. C'est juste un problème. La preuve, M. Mathieu, c'est que nous avons vu les Rwandais jusqu'à 1000 km de Kigali, c'est-à-dire à Mbujimayi. Nous avons vu des Rwandais jusqu'à Banana, qui est vers la frontière angolaise. Nous avons vu les Rwandais jusqu'au port de la capitale ici à Kinshasa. À la traque des FDLR. Y a-t-il un seul FDLR au Mbujimayi? Non. Est-ce qu'on peut trouver un seul FDLR à Mwanda? Non. Et à Kinshasa non plus. Mais ce prétexte-là était tellement légitime qu'on fermait les yeux. Maintenant, la démarche de l'opération Imoja-Weto constituée, c'est-à-dire avait un motif. C'est de vider les prétextes rwandais. En invitant maintenant l'armée rwandaise avec les services de renseignement et les services spéciaux de nous aider dans la traque et l'identification de ces FDLR. Lorsque maintenant nous avons vidé les prétextes... On va revenir à la matière ici. Alors, mon problème c'est qu'on n'a pas négocié. Aujourd'hui, hier CNDP, aujourd'hui M23, avec toutes ces avancées non dites, non déclarées de M23 dans la partie Est de la RDC, est-ce qu'on n'est pas obligé de négocier un jour? Non, mais attendez, quand vous parlez de ne pas... Je vais vous dire une chose. D'abord, un n'est pas négocier, n'est pas dialoguer en politique et criminel. Et criminel, les États-Unis et l'ex-URSS, malgré tout ce qui les opposait, ils ont gardé leurs ambassades respectives parce qu'il fallait négocier. Et vous rappellerez l'Inde et le Pakistan, malgré un moment, leurs rapports étaient tellement... c'était brouillé, mais ils ont gardé leur ambassade et ont gardé les cadres de négociation. Mais il faut savoir avec qui négocier et avec quel cahier des charges. Aujourd'hui, nous parlons d'un mouvement rebelle appuyé par une force extérieure qui sévit sur notre territoire et qui veut servir de paravent à leur maître. Mais nous identifions les problèmes. Même M. Papi Tamba, avoir, c'est comme si entre la RDC et le Rwanda, en tout cas, le vent souffle très bien, parce que les deux chefs d'État étaient à Kampala. Qu'est-ce qui bloque en diplomatie, en négociation, de parler franchement avec ces pays? Le problème n'est pas à ce niveau-là. J'aime toujours les répéter, que la diplomatie ne se joue pas dans une cour de récréation. Exact. Lorsqu'on parle de la diplomatie, on parle des hommes responsables qui doivent les piloter ou les mener. Et je ne pense pas, je n'ai jamais vu dans l'histoire du monde en matière diplomatique qu'il y ait des chefs d'État qui vont à la recherche de la paix, qu'ils en viennent aux mains. Alors qu'il y a bien des points qui les opposent. Parce que lorsqu'ils sont là, ils ne sont pas seuls, il y a leur père. Qui les réunissent, qui viennent de bonne foi pour aider les deux personnes ou les deux pays à trouver la solution. On va beaucoup plus dans cet état d'esprit. La RDC, c'est un état, je parle de la RDC de Kabila, prêche la bonne foi et continuera à prêcher la bonne foi. Aujourd'hui, la RDC... Entre-temps, elle est agressée. Entre-temps, c'est autant de millions de gens qui meurent. Non, elle est agressée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement parler de millions de gens qui meurent. Au-delà de ces millions de gens qui meurent, il y a des gens qui sont violés. Au-delà de ça, il y a des enfants qui ne sont pas partis à l'école.
Au-delà de cela, il y a beaucoup de choses qui sont des avatars négatifs de cette situation Mais alors, que le chef de l'État a dénoncé. Alors, mais face qu'est-ce que le à chef tout de ça, l'État avait dit dans son discours à l'ONU? Le chef de l'État avait dit qu'il y a des gens qui ont l'ingéniosité, qui ont une certaine habileté à faire le mal, à concevoir des laboratoires diaboliques pour faire le mal. Nous les dénonçons. Et aujourd'hui, le monde est quand même réglementé par un certain univers. Lorsqu'on les porte devant l'ONU, nous demandons à l'ONU maintenant de prendre part à ses responsabilités. Comme l'a dit le chef de l'État, il y va de sa crédibilité. Exact. Autre question. Est-ce que le plan Cameroun n'est pas le bienvenu quand on voit que sur le plan politique, diplomatique, ça traîne? Et sur le plan militaire, on sent que la RDC n'avance pas. Mais je suis en train de vous dire une chose, M. Mathieu. C'est que le plan Cameroun suscite des gens vus et des gens entendus. Et en même temps, c'est quelque chose auquel nous sommes déjà avancés. Donc, à vrai dire, la RDC ne va pas dialoguer. Et en interne, et même avec les forces qui nous agressent. Le cadre de dialogue en interne est permanent. Il existe. Il est permanent. Mais c'est contradictoire. Et aujourd'hui, non, c'est pas contradictoire. La contradiction, il faut la trouver dans les camps des Cameroun. Déjà, même les déclarations du président français, avec ce que vous dites, c'est tout à fait quand l'opposition n'a pas de parole, quand on fustige la situation des droits de l'homme. Je suis en train de vous dire que ceci, c'est que les chefs d'État ont leurs états d'âme et les chefs de l'État ont aussi leur perception des choses sur les plans humains. Ils peuvent céder à des choses et pouvoir aussi les regretter par après. Au moment où je suis en train de parler, le président François Hollande, c'est un être humain. Le président François Hollande, il a aussi un staff. Pensez-vous que dans leur staff, au moment où nous sommes en train de parler, ils ne sont pas en train de considérer comment réparer ce genre de propos? C'est ce que je suis en train de vous dire, que nous n'allons pas nous verser dans ça. Parce que nous savons que c'est faux. On peut dans la vie être bien ou mal renseigné. C'est faux dans ces pays que la démocratie n'avance pas. C'est faux dans ce pays que l'opposition politique n'a pas sa place. C'est faux dans ce pays que les droits de l'homme ne progressent pas. Tout cela n'est que faux. C'est une pilule qui a été vendue, qui a été gobée. Maintenant, à charge, à nous qui sommes encore Congolais, seulement de rappeler avec des termes courtois qui sont assez clairs, à celui-là même qui a bien parlé pour la cause congolaise dans l'agression dont nous faisons l'objet. Ça, c'est l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est que le président François Hollande porte la voix devant le secrétaire général de l'ONU, ayant porté aussi la voix de la France dans son discours à l'Assemblée générale de l'ONU, en faveur de la RDC. Les Congolais considèrent cela comme étant essentiel. Les restes, maintenant je connais la récupération politique qui peut s'en suivre. Là, voilà. Mais cette récupération politique sera-t-elle efficace? Monsieur Papi Le Tamba, peuple congolais n'est plus naïf. Voilà, ça c'est bien dit. Mais j'ai une question que vous n'avez toujours pas répondu. Je reviens sur le plan Cameroun qui séduit la médiation internationale et se trouverait sur la table à Kampala. Ces plans n'est-il pas les bienvenus en RDC? Vous êtes de la majorité. Mais il y a une chose qu'il faut quand même... Ça, c'est une magie que celle M. Cameroun Lokaningini Vital pourrait expliquer. Lorsque aujourd'hui vous êtes un homme politique responsable et pris par l'esprit des dialogues, vous êtes invité à une bonne chose. Laissez-moi au moins finir la phrase. Voilà, vous avez Merci beaucoup. Vous êtes invité dans une table de négociations par le gouvernement de la République pour porter votre voix. Vous brillez par votre absence en répondant aux abonnés absents. Mais les mêmes, quelques semaines après, vous puissiez avoir quelque chose à dire ou à la presse. Posons-nous la question, quel est l'agenda? S'il y a maintenant une volonté réelle d'exprimer les choses, on l'exprime derrière le gouvernement de son pays. Lorsque maintenant on veut amener ce gouvernement à venir vers vous, dans un cadre extra-constitutionnel qui est déjà prévu, c'est que ça devient une manœuvre politicienne. La manœuvre politicienne maintenant, c'est encore la résurgence des anciens péchés que nous connaissons dans l'opposition congolaise. C'est toujours les cadres permanents de dialogue et ils appelaient ça cadre de concertation et des partages équitables. Voilà, des partages, je préfère ne plus me rappeler de ça, des partages équitables de pouvoir. Et en lisant entre les lignes, des propos de M. Cameroun Lokaningini Vital, là, nous nous apercevons que réellement, il y a un enjeu qui est caché. Sauf que la RDC avance et a besoin de continuer à avancer. Et je vais vous dire une chose. Depuis 2011, à l'élection du chef de l'État,
M. Kamé Lokaniming Vital a développé plusieurs sortes de comportements déjà pour étoffer le fait même qu'il puisse avoir la légitimité du pouvoir. Le pouvoir aujourd'hui est légitime, légal, et nous progressons, et nous sommes, le pouvoir a aussi une reconnaissance internationale sans Kamé Lokaniming Vital. Non pas parce qu'il a été exclu, mais parce qu'il est entré dans un jeu dangereux auquel lui-même s'écarte du chemin de l'évolution de la société. Aujourd'hui, maintenant, M. Kamé Lokaniming Vital, s'il a besoin de comprendre les choses, il a une chose à faire. C'est de savoir que les choses sont déjà largement avancées en termes de négociation. Et qu'il est en retard avec son plan, c'est ce que vous dites. Il est en retard avec son plan. Quand il est invité, il n'a qu'à répondre présent et venir parler. Maintenant, s'il a des jeux politiques ou des jeux politiciens cachés en face de lui, il n'a pas de petits-enfants. Vous êtes en train de dire qu'il n'a pas de petits-enfants. C'est un piège qu'il vous donne. Non, mais attends, je suis en train de vous dire qu'en face de Kamé Lokaniming Vital, il n'a pas de petits-enfants. Ah voilà. Bonne chose. Alors, c'est peut-être ma dernière question, c'est de savoir, 4e sommet au Kampala 4, vous seriez d'accord encore avec Kampala 5, Kampala 6 ? Avec tout le temps que ça prend. Mais je suis en train de vous dire qu'il n'y a pas de limite dans la négociation quand il s'agit de la paix. Il n'y a pas de limite dans la négociation. Tout ce que nous souhaiterions, c'est qu'il puisse y avoir moins de sommets possibles. Exactement. Mais maintenant, s'il y a plus de sommets, c'est qu'il doit y avoir quelque part des blocages. Parce qu'il y a des gens qui ont l'ingéniosité, qui ont l'habileté, qui ont des laboratoires diaboliques pour faire les mal. Le chef de l'État l'a dit devant du haut de la tribune des Nations Unies. Exactement. Donc moi je pense qu'aujourd'hui nous sommes confrontés à ce genre de situation. Maintenant nous interpellons et nous continuerons à interpeller la communauté internationale dans son ensemble d'être face à ses responsabilités. Parce que, M. Mathieu, je vais le dire peut-être pour conclure, que les gens le sachent. Peu importe tout ce qu'on peut dire, dans tous les sens qu'on peut retourner les choses, il n'y a aucun militaire congolais au Rwanda en train de déstabiliser le Rwanda, en train de créer un désordre sur le territoire rwandais. Il y a des hommes rwandais, militaires rwandais, nés au Rwanda, formés au Rwanda, qui sont sur le territoire congolais, en train de déstabiliser la RDC, hier à travers le CNDP, aujourd'hui à travers le M23. Ah, voilà. Aucune magie du monde ne peut altérer cette seule vérité. Ah, voilà. Maintenant, lorsqu'on veut gloser dans tous les sens, parler de ceci, des blocages de cela, que les hommes politiques, des présidents de la République de surcroît, ou des cadres dans les institutions internationales, se rappellent toujours de cette vérité, qu'il n'y a aucun militaire congolais au Rwanda. Ça, c'est bien dit, M. Papi. Et qu'il y a des militaires rwandais au Congo, en train de déstabiliser la RDC. Et qu'un jour, justice doit être faite. Voilà. Alors, dans un instant, nous allons recevoir un artiste dans le cadre de la nuit francophone, la nuit de la francophonie en RDC, à l'occasion du 14e sommet de la francophonie. Lui, ce petit pays nous vient du Cameroun. Il est entre le Cameroun et la France. Dans un instant, il sera notre invité. Merci à vous, Papi Tamba. Je vous en prie d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie, n'oublions pas la fête. Ah voilà. Ça c'est l'essentiel, parce que le président François Hollande sera là samedi pour fêter avec nous le sommet de la francophonie. Ah voilà. Dans un instant, ne nous quittez pas. Alors, Inzogbo Junior, brillant, présentateur, spécialiste de la com, faiseur d'opinion, homme de l'ombre et d'influence en même temps, lui-même il se prend pour qui? C'est vrai que souvent je dis que je n'ai aucun mérite à faire de la communication, d'autant plus que mon père a été une des premières signatures de la télévision et radio de Côte d'Ivoire et d'Afrique de l'Ouest. J'aimerais pour le temps qui nous reste, et Dieu sait qu'il y en a encore suffisamment, parler un tout petit peu d'équipe ambition. Mais c'était pas prévu, cher ami. Si. Daniel Ngoye Mulunda, pour 550 places à l'Assemblée nationale. Vous avez donné 18 000 personnes la possibilité de déposer des candidatures. Pourquoi? Créée en 1969, l'Organisation internationale de la francophonie a eu son premier sommet en 1986. La France donne les tons en accueillant le premier sommet à Versailles.
Le Canada, en 1987, organise à Québec le 2e sommet sur les continents nord-américains. Dakar amène le 3e sommet en terre africaine en 1989. Paris permet à la France de se l'approprier pour une seconde fois en 1991 pour le 4e sommet. 2 ans plus tard, en 1993, Grand B, île Maurice organise le 5e sommet. L'Afrique retient l'instance suprême sur les continents en 1995. Cotonou accueille le 6e sommet. Hanoï, Vietnam 1997. En terre asiatique, c'est le 7e sommet. Le 8e sommet se tient à Moncton-Brunswick, Canada, 1999. C'est la 2e fois pour le Canada. Ensuite, le Liban en 2002 organise les sommets à Beyrouth. Les sommets ira à Ouagadougou, Burkina Faso en 2004. La Roumanie reçoit le 11e sommet en 2006 à Bucarest. En 2008, le Canada triple la mise et organise le 12e sommet. Montreux accueille en Suisse le 13e sommet en 2010 avant de passer le flambeau au plus grand pays francophone pour l'organisation du 14e sommet à Kinshasa. Le plus grand pays francophone vous reçoit au 14e sommet de la francophonie à Kinshasa.